Mesdames et messieurs, bonsoir. Heureuse de vous voir dans cette rubrique qui est devenue une tradition du Conseil national des droits de l'homme. Durant des années, les années où le CNDH a participé aux éditions du Salon du Livre, cette rubrique consacrée aux hommages, en reconnaissance des apports et aux actions de personnalités qui ont marqué l'histoire du Maroc, qui ont marqué le Maroc par leur contribution éminente dans la consécration, dans l'évolution des droits de l'homme au Maroc, des chercheurs, des économistes de différentes sphères. On a parmi nous une personnalité spéciale aujourd'hui, une personnalité qui a consacré plus de 60 ans de sa vie à la question des droits de l'homme et à la question de la tolérance et du vivre ensemble. Vous le reconnaissez tous et toutes certainement, ce monsieur Albert Sasson. Albert Sasson, bienvenue parmi nous. Je suis sûre que vous toutes et tous, vous connaissez monsieur Albert Sasson, mais je profiterai quand même de l'occasion pour le décrire brièvement. Et quoi que je dise, je suis certaine que je ne lui rendrai jamais justice. Monsieur Albert Sasson, il est né à Rabat en 1935. Il est le premier Marocain à être agrégé de l'Université de Paris en sciences. Il a assuré de 63 à 69 le poste de doyen de la faculté des sciences de Rabat, où il a pris une part active à la formation des professeurs de sciences naturelles. Il a aussi contribué à un vaste programme d'enseignement de la biologie en Afrique sous l'égide de l'UNESCO. Sans s'éloigner de ses préoccupations scientifiques, il a mené à partir de 1974 une carrière tout aussi riche à l'UNESCO. En 1988, il dirige le bureau de planification du programme, puis en 1990, le bureau d'études, de programmation et d'évaluation. 3 ans après, il a été nommé sous-directeur général de cette organisation avant d'assumer les fonctions de conseiller spécial auprès du directeur général. En 1990, il a été nommé membre du CCDH, Conseil consultatif des droits de l'homme. Il a été nommé par suite membre de l'Académie Hassan II des sciences et techniques. Monsieur Sasson a assuré pendant plusieurs années la vice-présidence du comité de la communauté juive de Rabat. À la fin des années 60 et au début des années 70, il est aussi membre du Conseil des communautés juives du Maroc. Il a adhéré en 1976 à Identité et Dialogue, association de juifs d'origine marocaine installée en France et dont l'objectif principal est de contribuer à l'établissement de la paix entre Israéliens et Palestiniens. Il a publié de nombreux ouvrages scientifiques, dont Biologie, défis et promesses, qui a été traduit en plusieurs langues, le rôle des micro-organismes dans la biosphère et l'avenir de la microbiologie appliquée, quelle biotechnologie pour les pays en voie de développement et nourrir demain les hommes. Monsieur Sasson, il a été également décoré par Sa Majesté le Roi des insignes du grand officier de l'ordre du Wissam al-Arj. Avec nous, bon, je suis sûr que j'ai pas rendu justice à monsieur Sasson, c'est juste des bribes comparant à sa carrière, à son profil et à toute sa contribution en matière de consécration des droits de l'homme et à la recherche scientifique. On a avec nous monsieur Medlaoui qui va porter un hommage à notre invité d'honneur. Monsieur Medlaoui est linguiste, professeur de l'enseignement supérieur. Il est chercheur travaillant sur la phonologie et la métrique de l'arabe, de la mazir et de l'hébreu, ainsi que sur les musiques du Maroc. Monsieur Medlaoui, il a obtenu le prix de la meilleure publication de l'université Mohammed V pour l'année 2012 et il mène des recherches sur les questions identitaires et des recherches de comparaison entre les 3 religions, à savoir le judaïsme, l'islam et le christianisme. Il est ancien fils doyen de la faculté des lettres et des sciences humaines à Oujda, puis directeur des recherches à l'IRCAM, avant de rejoindre l'Institut universitaire de recherche scientifique. Monsieur Medlaoui, à vous la parole. Merci beaucoup, madame. Ensuite, je remercie le Conseil national des droits de l'homme qui m'a fait l'honneur de participer à cet hommage
à notre doyen. Il est doyen à plusieurs titres. Et le titre dont je me sens un peu habilité à parler est justement cette éducation de dialogue, d'identité et de dialogue et d'identité, c'est-à-dire cette dialectique entre ces deux concepts. C'est à ce titre que je me sens un peu en mesure d'en parler. Madame la présidente vient de présenter un aperçu sur son parcours. C'est un parcours riche, aussi bien dans le domaine de la recherche scientifique, de la gestion de la recherche à l'université en tant que doyen, mais également en tant que chercheur qui publie et en tant qu'acteur civil. Et il a été également actif dans plusieurs organismes, dont l'UNESCO, et également dans des associations, des organisations civiles telles que Identité et Dialogue, justement dès les années 70. Et j'avoue que, étant donné ma spécialité, que la première, c'est-à-dire la première source pour moi de m'ouvrir, ou bien de m'ouvrir sur ces questions-là, c'est le volume profond, justement, qui a sanctionné un colloque en France, je ne me rappelle plus où, et justement, c'est un volume très profond qui a posé les questions. Maintenant, on peut dire prématurément, c'est-à-dire pendant une époque où c'est difficile et en même temps où la réceptivité n'était pas vraiment au rendez-vous dans ces temps-là. Alors c'est à partir de là que j'ai découvert c'est-à-dire ce type de questions. Pour ce qui est c'est-à-dire de ma connaissance personnelle avec M. Sasson, ça remonte à peine à 1996. C'était lors de la remise des bourses par le CERGM, en présence notamment de M. Feu Shimon Lévy et M. Robert Assaraf. C'est à partir de là qu'on a commencé à former, ou bien à aider à former une nouvelle génération qui s'approprie le type de questions qui n'étaient à ce moment-là que des questions un peu entre guillemets, hors sujet. Et puis, après cela, je continue toujours à m'intéresser à l'activité de M. Sasson, ces activités qui ont été sanctionnées par la décoration de Sa Majesté Mohamed VI, pour tout ce que cette personne citoyenne a présenté pour son pays dans le cadre justement d'une éducation des jeunes générations, des jeunes et moins jeunes générations dans le domaine du dialogue, dans le domaine de la reconnaissance mutuelle. Et c'est à ce titre-là que je suis ici pour porter mon humble témoignage. Et puis, il y a juste 2 ans, nous nous sommes rencontrés de nouveau dans un autre niveau de la même action. Quel niveau? Le niveau justement de la politique maintenant à suivre vis-à-vis des Marocains du monde. Parce que les Marocains du monde est une entité maintenant qui existe et qui compte des millions hors du Maroc et qui vit la vie dans les pays d'accueil avec
toutes ces difficultés, mais en même temps avec toutes ces opportunités. Et c'est dans ce cadre-là que on a pensé, et M. Sasson était le promoteur de cette idée avec M. Gomel, en tant que membre de l'association des Amis du Musée du Judaïsme marocain, dont j'ai l'honneur de représenter le président. Et d'ailleurs, c'est à ce titre également que je participe ici à cet hommage. Alors, il a eu l'idée de ne pas faire du Maroc pour la communauté des Marocains du monde seulement un pays de retraite, un pays où l'on revient une fois qu'on n'a plus beaucoup de choses à apporter. Pour caricaturer un peu l'idée, ce n'est pas un pays qui est bon uniquement pour y mourir, comme cela est reflété dans beaucoup de films qui ont été faits sur les Marocains du monde. Non, c'est un pays qui a besoin de ces jeunes talents qui sont partout dans le monde. Et c'est dans ce cadre-là que M. Sasson a contribué largement et en premier lieu pour faire venir un ensemble de jeunes Marocains de l'étranger pour découvrir le Maroc, dont ils n'avaient, étant donné leur situation, que des oui-dire. Alors pour découvrir justement concrètement par un programme très serré, pour découvrir toutes les opportunités et toutes les attentes de ce pays, de ses enfants. Alors, c'est donc ça ce sont juste quelques flashs, quelques idées. Un peu, je n'ai rien préparé pour l'hommage, mais je parle par des choses concrètes. Pour les Marocains du monde, ils sont une chance pour le Maroc. Mais le Maroc également est une chance pour les jeunes des Marocains du monde. Il a besoin de leur force et de leur entrepreneuriat dans tous les domaines. Dans le domaine de l'investissement, dans le domaine de la formation, dans le domaine du savoir-faire, dans tous les domaines, il a besoin d'eux. Et je crois que cette idée-là est toujours vivante et qu'il y aura des rééditions de cette action-là. Alors bon, je m'arrête là. S'il y a d'autres questions plus précises voilà, j'y reviendrai. Merci. Merci, Monsieur le Medlaoui, votre contribution éminente. Parmi les personnalités qui devaient être parmi nous et qui ont été retenues pour des circonstances de force majeure, Monsieur l'Abadi, mais il a tenu quand même à envoyer un mot à Monsieur Albert Sasson, un mot d'hommage qu'il intitule Albert le Sage. Je vais vous le lire. Albert le Sage. La riche personnalité de notre cher Albert Sasson ne peut être cernée uniquement à partir de l'angle des droits de l'homme. Déjà, bien ample, divers et multidimensionnel, car notre estimé Albert représente aussi pertinemment le scientifique, l'éducateur, l'artiste, l'humaniste, le patriote, le philosophe, le visionnaire appliqué, l'homme d'État, l'artisan et mieux encore, l'inébranlablement loyal ami de toutes celles et ceux avec qui il est en pacte d'amitié qu'il valorise tant. Le contexte d'aujourd'hui est certes celui de montrer notre reconnaissance et d'honorer ce grand monsieur dans le cadre des activités du ciel au CNDH, d'où la primauté des droits de l'homme. D'où la primauté des droits de l'homme dans nos propos. Néanmoins, je dois cependant confesser que l'incernabilité d'Albert ne permet guère l'unidimensionnalité en approche. Elle impose au contraire qu'on se livre au bien difficile exercice de tresser
toutes les dimensions susmentionnées, ce qui est certes tâche difficile, à la seule condition de déceler un fil conducteur rassembleur. Toutes celles et tous ceux qui ont eu l'honneur de côtoyer Albert savent pertinemment que tout ce qu'il entreprend, fait ou dit est en son temps, sa dose et à sa place adéquate et appropriée, ce qui est l'exacte définition de la sagesse. En conséquent, ce fil conducteur qui rassemble les diverses facettes d'Albert n'est autre que la sagesse qui lui est une nature émanant par le biais de réalisme imposant ou par le biais d'une transcendance pondérée au moment, à la place et avec les personnes appropriées. Ayant travaillé avec Albert dans la dimension droits humains, celle de l'économique, sociale et environnementale, celle de la recherche pure ou encore celle cruciale de l'éducation, je ne trouve de qualificatif plus approprié à cette grande icône de notre cher pays que celui-ci, Albert le Sage, pour qui mon amitié et mon estime resteront pour toujours indéfectibles. Merci pour votre attention. Ahmed Abadi. Maintenant, je donne à moi, Monsieur le Président, la parole. Merci, cher Amel. Vous savez qu'on dit qu'il n'y a parfois pas de hasard dans la vie. Aujourd'hui, sur ce stand, mon cher Albert, il y a 2 heures, il y avait Maître Henri Leclerc, qui est président d'honneur de la Ligue des droits de l'homme française, un grand avocat que tu connais bien évidemment, qui est venu présenter ici ses mémoires. Et sur ce stand, il a rencontré Maître Benzakour, le bâtonnier Benzakour, parce qu'ils s'étaient connus tous les deux au procès de janvier 1977. Et c'est le bâtonnier Benzakour qui avait à l'époque traduit vers l'arabe la plaidoirie de Maître Henri Leclerc. Et il se trouve que moi j'ai connu Albert aux côtés d'Henri Leclerc lors de la première réunion entre la commission, le CCDH, le Conseil consultatif des droits de l'homme, et la Commission nationale consultative des droits de l'homme française, où j'étais avec Henri Leclerc. Donc ça remonte à... Et donc les hasards. Ceci pour dire que le cheminement avec Albert est long, mais si, enfin sur le plan personnel, mais si nous avons tenu, comme Conseil national des droits de l'homme, à lui rendre hommage ce soir, après une dizaine de personnes, au sein d'une dizaine de personnes et de personnalités, c'est d'abord parce que, comme nous commémorons la Déclaration universelle des droits de l'homme, le 70e anniversaire de cette déclaration, c'est pour dire une idée simple, c'est que la déclaration ne vit, ne se développe, ne s'épanouit que par l'action des hommes et des femmes qui la font vivre. Ce texte qui a été fait il y a 70 ans, après un des plus grands massacres que l'humanité ait connu, la liquidation des Juifs d'Europe notamment, eh ben ce texte universel, cette promesse, cet horizon, ne vit que parce qu'il y a des hommes et des femmes comme Albert qui le font vivre tous les jours, qui le font connaître, qui le personnifient, qui agissent selon ces grandes valeurs, ces très belles valeurs. La deuxième idée, mon cher Albert, c'est que je pense profondément que nous avons besoin dans ce pays jeune, aujourd'hui, que la génération des personnalités comme toi qui ont été les fondateurs du mouvement des droits de l'homme transmettent ces valeurs, transmettent cette histoire. Nous sommes orphelins d'une écriture de l'histoire des droits de l'homme au Maroc. Aujourd'hui, assez souvent, je l'ai dit hier encore, assez souvent nous voyons des opinions de Marocains, de Marocaines qui s'expriment dans la presse et qui signent avec leur nom et qui écrivent droits de l'homiste, comme si ça allait de soi. Or, ce mouvement, cette histoire de réforme progressive, d'intuition, de patience, de ténacité, Albert est l'un des hommes et des femmes qui l'ont fait vivre dans notre pays. Ce n'était pas toujours facile, ce n'était pas toujours évident, mais ça a été un de cette génération de fondateurs.
à côté de ces Omar Aziman, de ces Mzian Belfré, Allah yarhamou, qui n'était pas un militant, mais qui a joué aussi un rôle, de Driss Mezgri, toute une série de personnalités qui ont joué un rôle fondamental dans des moments très critiques. Albert a été de ceux qui ont agi dans l'ombre sans jamais se mettre, avec justement cette sagesse que Si Ahmed Abbadi a répondu. L'hommage, mon cher Albert, c'est aussi parce que tu as été une des personnalités qui a fait vivre, qui a personnifié le pluralisme marocain. Et la constitution marocaine nous a reconnu cette diversité et ce pluralisme qu'en 2011. J'ai eu l'honneur d'être aux côtés d'Albert, d'ailleurs nous nous asseyons côte à côte, d'être membre de la commission consultative de révision de la constitution en 2011. Et Albert a été un des auteurs, un des 19 auteurs de ce texte suprême qui nous recommande aujourd'hui et qui, dans son préambule, reconnaît le pluralisme historique du Maroc, reconnaît la place centrale du judaïsme marocain dans notre histoire. Ce préambule avait amené Jacques Lang à l'écrire en grand et à le montrer à l'entrée de l'Institut du monde arabe. Albert, cet hommage, c'est aussi parce que, à mon avis, avant beaucoup d'autres, peut-être avec Mahjoub Liba, auquel on a rendu hommage ici, tu as été un des premiers, à mon avis, à reconnaître, à comprendre la dimension internationale d'une institution nationale des droits de l'homme. Vous ne le savez pas tous, mais le CNDH, le CCDH et maintenant le CNDH font partie d'un réseau africain, d'un réseau international, d'un réseau francophone. Et dans ces trois réseaux, le rôle de pionnier avant d'autres, y compris des présidents du CCDH, comme Feu Mezgri ou là notre ami Si Ahmed Hazani, c'est Albert et à mon avis Mahjoub Liba qui ont compris cette nécessité et qui ont installé le CCDH au cœur des réseaux internationaux. Si le Maroc a présidé le réseau africain et le réseau international des institutions nationales, c'est grâce à l'action discrète, opiniâtre de quelqu'un comme Albert Sasson. Et enfin, mon cher Albert, s'il y a une dimension de Sil Medlaoui y a fait référence, qui exige cette reconnaissance aujourd'hui, modeste, c'est que c'est l'homme de l'éducation. Ce n'est pas par hasard qu'il a été un des Marocains pionniers à avoir l'agrégation. Il a été doyen de la faculté de Rabat. De quelle année à quelle année 63 à 69. Il a insisté tout le temps. Et aujourd'hui encore, il réfléchit, il contribue à la réflexion du Conseil supérieur de l'éducation et de la formation. Voilà, mesdames et messieurs, chers amis, quelques motifs d'une reconnaissance modeste et qui mérite, mon cher Albert, qu'elle soit transcrite aussi dans des livres. Il a fait un ouvrage qui raconte notamment l'histoire familiale et le rôle que la famille a joué auprès de la monarchie, mais c'est aussi un homme qui, jusqu'ici, nous a pas donné à tous les Marocains, notamment les jeunes, tout son parcours. Merci de ce que tu as été et merci de l'honneur que tu le fais en acceptant cet hommage ce soir. Merci, Monsieur le Président, pour ces mots qui nous éclairent sur la contribution de Monsieur Albert Sasson, pas seulement en tant qu'activiste et acteur incontournable dans l'édification des droits de l'homme et dans la consécration des droits de l'homme, mais aussi dans la contribution au positionnement du CCDH dans la scène internationale, notamment parmi les réseaux internationaux. Avant de vous passer la parole, Monsieur Albert, je passerai la parole. Un dernier mot, Monsieur Medlaoui. Moi, j'aimerais enchaîner justement sur l'idée qui vient d'être évoquée par mon cher ami Liazami. C'est-à-dire que M. Sasson est également particulier à un autre niveau sur le plan symbolique. Il a pas oublié justement de transmettre à la jeune génération
tout un savoir-faire et très exactement un aspect concret, quelque chose qui donne une assise concrète à ce que la Constitution a appelé pour l'identité, la culture marocaine, l'affluent hébraïque. Alors, à travers son livre sur le Khayat Sultan, rappelez-moi s'il vous plaît Khayat Sultan. Alors, la haute couture marocaine, ça fait partie. Il y a la musique, bien sûr, il y a la musique, il y a la littérature, il y a il y a la cuisine, il y a toutes sortes de choses, mais il y a également la haute couture. Alors, la haute couture, les Juifs du Maroc, les Marocains juifs, ou bien la communauté juive du Maroc, a toujours été, depuis des siècles, à l'avant-garde dans ce domaine-là. Alors, tout ce qui est le kaftan, le kswal kbira, et encore, étant donné sa propre culture interne et son avant-gardiste sur l'ouverture, sur la photographie et elle nous a permis d'avoir une idée sur le costume marocain du 19e siècle, du début du 20e siècle et du 19e siècle. Autrement, on aurait, par exemple, si on dit à quelqu'un maintenant le kswal kbira ou bien la berberiska, ne sait pas ce que c'est et comment c'est fait. Mais justement, le livre de M. Sasson sur le rôle et le métier de ses ancêtres auprès du palais, comme couturier du palais, a apporté un témoignage pour la nouvelle génération, justement, et pour donner des assises concrètes, comme je dis. Parce que beaucoup de gens, lorsqu'on parle de la dimension et de l'affluent hébraïque, ne savent pas ce que c'est très concrètement. Je vous remercie. Merci à vous, Monsieur Medlaoui. C'est vrai que Monsieur Albert Sasson, il a plusieurs facettes, il y a plusieurs dons, il y a plusieurs contributions. Et maintenant, je découvre qu'il est aussi un amateur du Maroc. C'est un grand amoureux du pays et de la tradition marocaine, notamment de la haute couture. Je vous passe, Monsieur Albert Sasson, la parole pour interaction. Monsieur le Président et mon cher Driss, Monsieur l'ambassadeur, le ministre est parti. J'aurais voulu aussi qu'il écoute ce que j'ai à dire, qui sont des paroles brèves. Parce que d'abord, je ne m'attendais pas au déploiement de toutes ces qualités. Mais je retiendrai deux ou trois choses pour lesquelles je voudrais vous remercier d'avoir organisé cette cérémonie entre Marocains. La première, comme tu l'as dit, Driss, nous avons commencé à travailler à un moment qui n'était pas facile. Et rétrospectivement, maintenant que les choses sont beaucoup plus faciles et que les problèmes, bien sûr, existent toujours, mais c'est un combat, c'est un chantier qui n'est jamais terminé, celui des droits humains. Mais je me rappelle des années 90 et des conseils que nous avait donnés le roi Hassan II. Nous avons essayé de parler à ceux qui considéraient qu'on ne pouvait pas parler avec nous. Nous étions des gens peu recommandables, nous ne respections pas les droits de l'homme. C'était en partie vrai, mais avec acharnement et en faisant nous-mêmes des réformes, des changements modestes, mais parce que ce n'est pas facile de changer les mentalités. On est devenu subitement, au bout de 6-7 années, des gens avec qui on pouvait parler. Et tu l'as dit, on est allé même jusqu'à présider le Conseil des commissions nationales des droits humains, comme le CCDH était à l'époque et comme aujourd'hui
et le CNDH. Quel changement! Eh bien, on l'a fait tous ensemble, avec des gens qui ne sont plus là malheureusement, mais avec des gens qui sont encore là. Tu l'as prononcé leur nom, Omar Aziman, Benzakour, toi-même et bien d'autres. Et je crois que on a fait du bien à ce pays, puisque le train a été lancé et que le CCDH est devenu le CNDH constitutionnel, inscrit dans la Constitution. Quel meilleur objectif que de voir un jour que les droits humains sont dans les priorités d'une nation. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que, tu l'as raison, mon métier est un métier de transmetteur. J'ai beaucoup fait de transmission des connaissances scientifiques, mais aujourd'hui, avec quelques amis, avec Serge Berdugo, notre ambassadeur de Sa Majesté, nous essayons de transmettre tout ce qu'est le Maroc, avec ses difficultés, avec ses problèmes, avec ses déficits, mais aussi avec ses réalisations. Et nous avons entrepris depuis quelques années des opérations que vous avez signalées et que nous appelons le Maroc en mouvement. Morocco on the move, parce que nous parlons aussi aux Anglais, anglophones. Et je dois dire que c'est une révélation même pour moi, parce que je constate devant des audiences de 80, 100, 150 personnes que nous arrivons à réunir à l'extérieur. Nous les avons fait à Lyon 2 fois, nous l'avons fait à Montréal, nous l'avons fait à Lisbonne, nous l'avons fait à Londres. Et nous venons de le faire à Séville, dans le cadre de la Fondation des Trois Cultures. Et nous avons plusieurs propositions de nos amis ambassadeurs à Boudrar, à Londres à nouveau, etc. Et qu'est-ce qu'on fait? Nous amenons 2, 3, dont Abbadi, par exemple, qui viennent parler à ces Marocains qui se sentent Marocains, même s'ils ont eu d'autres nationalités, ça n'a pas d'importance. Et à qui nous disons, voilà le Maroc du 21e siècle. Et toujours la rubrique droits humains est là. Droits de la femme parfois. Parce que quand on va parler aux Scandinaves, ils s'intéressent, ils ont une fascination pour les droits de la femme. Donc, les questions, c'est les droits de la femme. Donc, on met une femme devant eux, qui est une convaincue des droits, qui dit que c'est difficile. Et c'est plus difficile pour la femme que pour l'homme, évidemment. Donc, ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur, parce que, comme tu l'as dit, on passe le relais. On passe le relais, on transmet des choses, et on apprend aux Marocains à connaître leur pays, à lui apporter aussi leur talent, leur critique, parce qu'il y a beaucoup de critiques, évidemment. Mais en même temps, à la fin, toujours du débat, il y a une espèce d'ardeur qui se dégage. Oui, le Maroc vaut la peine. Oui, le Maroc vaut la peine qu'on s'occupe de lui, qu'on le défende, qu'on le critique, avec modération, mais aussi avec exigence. Et ça, c'est le deuxième message que je te remercie, que tu as souligné, que Medlaoui a souligné, que vous avez souligné au nom de Abbadi. Et la troisième chose que je voudrais dire, et finalement, c'est que ça a été une merveilleuse aventure. Rien ne me disposait à m'intéresser aux droits de l'homme, en particulier, puisque j'étais un biologiste. Mais je me rappelle de la phrase de notre roi Hassan II, qui m'avait dit en privé. Je lui avais dit, Majesté, moi je suis un biologiste, je suis un fonctionnaire de l'UNESCO, qu'est-ce que je peux, moi? Alors il me dit, si je vous ai mis là, c'est parce que vous allez apporter quelque chose, parce que vous êtes un enseignant et parce que vous êtes à l'UNESCO.
Donc il avait vu à la fois le côté international, le rayonnement qu'on pouvait donner, l'écho, et en même temps, évidemment, la modestie de pouvoir continuer à enseigner, à éduquer, et sans aucune arrogance, parce que s'il y a quelque chose qu'on apprend dans les droits de l'homme, c'est précisément la modestie et l'humilité. Et 70 ans pour cette déclaration, c'est émouvant, parce que nous l'avons célébré à plusieurs reprises chez nous, en France et ailleurs. Et puis la France, quand même, c'est la patrie de René Cassin qui a quand même joué un rôle dans ce domaine. On pense aussi à Eleanor Roosevelt, on pense aux rédacteurs, aux Libanais, parce qu'on dit toujours « Ah, c'est les Occidentaux ». Non, c'est tout le monde qui a écrit cette déclaration. Et je me réjouis que dans ce stand, c'est ça qui me fait plaisir, c'est de voir que depuis déjà plusieurs années, tu le fais. Et aujourd'hui, dire qu'il y a un stand au salon de l'édition et du livre au Maroc qui est dédié aux droits de l'homme, c'est une satisfaction énorme. Et je souhaite que ça continue, qu'il y ait d'autres salons, d'autres stands, et que la cause des droits de l'homme, qui est finalement la cause du Maroc nouveau, du Maroc qui va vers l'avenir, soit toujours présente. Merci d'avoir pensé à organiser cette petite cérémonie entre nous. J'y suis évidemment très sensible. Je ne fais pas de fausse modestie, je suis content, et je le dis. Je suis un peu ému aussi parce que je ne m'attendais pas à tout cela, à toutes les évocations, et j'en garderai une très bonne mémoire. André, Albert, on va publier dans j'espère quelques semaines une étude sur la culture des droits de l'homme dans la société marocaine. Et c'est une étude qui a porté sur 3685 ménages. Donc l'échantillon est très significatif. Et pourquoi? Parce que dans chaque ménage, on a interrogé un adulte et un jeune lorsqu'il y en avait. Donc je laisse les résultats, disons la primeur des résultats dans quelques semaines, mais un chiffre fondamental. 93% des Marocains interrogés dans cette étude, 93%, pensent que les droits de l'homme sont nécessaires, qui ne sont pas contraires à leurs convictions religieuses, ni avec l'autorité de l'État. Trois choses. Voilà, donc ce travail dont tu as été un des précurseurs a profondément marqué, au-delà des militants, il a marqué la société. Merci à toi d'y avoir contribué. Merci à vous, M. Sasson. Merci de nous avoir honorés par votre présence. Votre discours ne fait que nous conforter dans l'idée de votre grandeur en tant qu'acteur, savant et transmetteur, et surtout éducateur des générations futures. Maintenant, je cède la parole à la salle pour 2 ou 3 interactions, témoignages des personnes qui l'ont connu. Salam alaikum. Monsieur Albert Sasson, j'ai 2 petites questions. Puisque vous êtes toujours l'un des dirigeants, l'un des grands directeurs de l'UNESCO, il y avait la candidature de Feu Mehdi El Manjra au poste du directeur général de l'UNESCO. Mais les autorités marocaines ont refusé de lui donner l'accréditation ou bien l'accord pour être candidat à ce poste-là. À votre avis, pourquoi? Et la deuxième question, comme vous savez, dernièrement, l'UNESCO a dénoncé les politiques israéliennes qui occupent la Palestine contre les historiques, contre la mosquée Al-Aqsa, etc., etc. Et donc, il y a la liberté d'expression. Nous ne sommes pas dans la censure, s'il te plaît. Posez votre question, monsieur. La deuxième question,
comme vous savez, il y avait l'UNESCO qui a dénoncé les politiques israéliennes contre les monuments historiques et religieux. Et après, il y avait l'élection de la fille d'Azoulay au poste du directeur général de l'UNESCO. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un lobby juif qui soutient Israël, qui a Merci, monsieur. travaillé pour l'élection de Merci. Audrey Azoulay? Bonsoir. Bonsoir. Merci à vous, Monsieur Albert. Merci pour le public. Juste avant de poser ma question, premièrement, je vais expliquer cette notion de droit de l'homme. Cette notion qui apparaît dans un contexte historique qui est la victoire de la bourgeoisie sur le féodalisme. C'est-à-dire, si on parle de droit de l'homme, quel homme? C'est ça la question. Bien sûr, c'est l'homme bourgeois, c'est pas l'homme pauvre. Et dans ce cadre, je pose une question. Est-ce que l'homme a le droit, ou bien les peuples, a le droit de faire la révolution contre le capitalisme et contre leurs ennemis qui ont les moyens de production? Voilà. Est-ce que ça, c'est un droit de l'homme? Merci. Voilà. Deuxième question, est-ce que la tolérance avec le sionisme, le mouvement sionisme, c'est un droit que l'homme peut dire que je suis Merci, je tolérant? rappelle, D'accord. je rappelle, merci. si vous permettez, je rappelle que c'est un hommage à monsieur Albert Sasson. Oui, mais Si vous dans avez ce des sens-là, on contributions, pose des questions sur c'est quoi cette notion? Ah. Voilà, et aussi, est-ce que le droit de militer ou bien de faire de révolution, est-ce que c'est un droit de l'homme? Merci. C'est une question pertinente. Merci à vous. Bon, bien sûr qu'il y a liberté d'expression, c'est un des droits fondamentaux. Et vous avez le droit de parler et d'évoquer des choses, mais les faits ne sont pas ce que vous avez dit. J'ai vécu l'affaire El Mandra. J'ai connu très bien El Mandra. El Mandra était en effet dans le cabinet du directeur général de l'époque, M. Mbow, qui était sénégalais et qui est toujours vivant à Dakar. Et il était considéré par beaucoup, comme le dauphin, c'est-à-dire celui qui allait lui succéder. Et M. Mbow, à un moment donné, a hésité. Il était alors, avant d'être directeur général, il était sous-directeur général de l'éducation. Et El Mandra était un homme brillant, doué. C'est un de ceux qui avait créé au Maroc les pensées futuristes, les think tanks. Il était un des premiers et il a même créé l'association internationale des think tanks. Et il a été un brillant acteur. La chance ne lui a pas souri. Monsieur Mbow, après qu'on ait considéré que ça pouvait être un dauphin, on a vu un concurrent. Et les forces politiques de l'époque, parce que n'oubliez pas, l'UNESCO, c'est des gouvernements. Donc c'est une organisation par définition politique, puisque ce sont les gouvernements qui la constituent, même si on étudie à l'UNESCO des choses qui ne sont pas nécessairement politiques, par exemple l'éducation, la science, la culture, mais c'est les gouvernements qui décident. Et ce sont les gouvernements qui élisent le directeur général. Donc, Monsieur El Mandra est devenu un concurrent, au point que son poste budgétaire a été supprimé. Il s'est trouvé en l'air. Bien sûr qu'il touchait son salaire. Et vous ne vous rappelez pas peut-être, mais le roi Hassan II a rappelé M. El Mandra au Maroc et lui a donné un titre de recteur. Mais il y avait déjà un recteur en poste.
Et M. El Manjra a eu toute la liberté, parce que le roi, sans doute, avait été un peu vexé de cette situation, du mauvais traitement qu'on avait fait à son compatriote, et lui avait permis de continuer de voyager, de faire ce qu'il avait envie de faire, c'est-à-dire toujours des questions d'études du futur, think tank. Je ne vous parlerai pas de la suite d'El Manjra parce que là, on entrerait dans le domaine privé. Mais voilà la réalité des choses. Quant à votre deuxième question, Madame Audrey Azoulay est française. Et Madame Audrey Azoulay a été présentée par le gouvernement français. La diplomatie française s'est mise à sa disposition pour l'aider. Elle avait fait une déclaration au monde disant que, une fois qu'elle n'était plus ministre de la Culture, peut-être, pourquoi pas, être à la tête de l'UNESCO, ça l'intéressait. C'était une tâche nouvelle, passionnante, et d'agir non plus au niveau national, mais au niveau international. Elle en a l'étoffe. Moi, j'ai connu Audrey Azoulay quand elle avait 7-8 ans. Elle a un cursus remarquable. Et donc, les gouvernements, ce sont les gouvernements. Et si elle n'avait pas eu l'aide de la diplomatie française, elle n'aurait pas été élue. Et vous avez vu l'élection, comment elle s'est déroulée. C'est une élection, disons, tout à fait où la concurrence joue et où ce sont le poids des gouvernements qui comptent. Donc, je ne vais pas donner tous les détails, comment s'est passé le vote, pourquoi le Qatari a été illuminé, etc. Moi, je ne suis plus à l'UNESCO. Depuis 2000, j'ai quitté l'UNESCO. J'ai pris de la distance vis-à-vis de l'UNESCO. Je connais comment la maison fonctionne, mais ça ne m'intéresse plus. J'ai d'autres soucis et mon premier souci, c'est le Maroc. Donc, ce n'est plus l'UNESCO. Par conséquent, vous avez une Française à la tête de l'UNESCO. Il n'y a pas de lobby juif. Ça n'existe pas. On ne va pas mêler la question de la religion avec, puisque l'UNESCO est par définition non religieuse. On ne parle pas de religion à l'UNESCO. On parle de science, on parle de culture, on parle de communication. La religion est à un autre niveau, c'est un autre plan. Donc, mettez-vous bien ça dans la tête. Demain, Madame Audrey Azoulay sera remplacée par quelqu'un d'autre. Mais c'est vrai que vous pouvez avoir une idée en disant « Mais pourquoi est-ce que les Arabes n'y arrivent pas? Pourquoi est-ce que les Arabes n'y arrivent pas à avoir un directeur général ?» Eh bien, moi, je vous dis pourquoi. C'est parce qu'ils sont divisés. Ils sont divisés. Quand il y a un candidat libanais, il y a un candidat égyptien. Quand il y a un candidat qatari, il y a en face un candidat. Ils n'arrivent pas à se mettre d'accord. On l'a raté une fois pour nous. Madame Aziza Bennani était candidate. Et elle a été lâchée parce que l'Égypte était plus puissante que nous. Et l'Égypte nous a dit, et nous avons eu un candidat égyptien, Farouk Hosni, le ministre de la Culture. Eh bien, il n'a pas gagné, parce qu'il a dit des choses absolument ahurissantes. Et donc, encore une fois, ce sont des gouvernements. Et Dieu sait si la diplomatie égyptienne est puissante, elle est partout. Et bien, malgré ça, eh bien, il a perdu. Bien. Donc, on ne va pas élaborer là-dessus, mais je vous ai répondu très franchement, parce qu'il n'y a pas de secret. C'est des choses qui sont connues. Donc, concernant la question sur les droits de l'homme, plus précisément, j'ai dit, moi, droits humains. C'est ce que les Anglais utilisent, human rights. Bon, nous, dans la francophonie, on dit droits de l'homme, mais avec un grand H, parce que c'était la déclaration universelle du citoyen de 1789, etc. Et on a gardé cette terminologie, on la conserve, mais de plus en plus, même les Français disent droits humains. Alors, est-ce que les droits de l'homme, c'est la revanche du capitalisme sur le prolétariat? Moi, je vous dis une chose. Les droits de l'homme, si vous les lisez un par un, vous avez la liberté syndicale, vous avez le droit de grève, vous avez donc tous les éléments
qui permettent à quelqu'un de modeste de gagner. Et Dieu sait si on a gagné des parties depuis 1789, et même avant, parce que la déclaration des États-Unis d'Amérique d'indépendance était précédente à la Révolution française et avait déjà fait ce qu'on appelle le Bill of Rights, la liste des droits. Hein. Ils étaient en avance. Et c'était George Washington qui l'avait, avec un certain nombre de gens, Jefferson, etc., qui l'avait mis au point. Donc là, c'est votre façon de voir les choses. Moi, je dis que ma lecture des droits de l'homme, au sens le plus large, c'est une lutte permanente pour que ça prévaille, pour que ça marche mieux. Nous n'avons pas, par exemple, au Maroc, la liberté de conscience. Elle n'est pas dans notre constitution. Mais nous en avons parlé. On ne va pas dire des secrets, mais nous en avons parlé. Et le débat a été dur, parce qu'il y avait des gens pour et des gens contre. Il fallait même expliquer à certains de nos collègues qu'est-ce que ça voulait dire, la liberté de conscience. Qu'est-ce que ça voulait dire? Les Tunisiens viennent de l'approuver. Donc les Tunisiens, on peut dire, sont en avance sur nous. Mais les Tunisiens sont dans un contexte qui est différent. Nous n'avons pas le même régime. Donc, peut-être que nous sommes plus conservateurs que les Tunisiens et que nous attendrons, mais nous l'aurons. Mais nous avons la liberté d'exercice du culte, nous avons le droit, disons, à l'expression de nos croyances, etc. Donc ceci est reconnu. Mais n'oubliez pas une chose, et je termine avec ça, que ce soit la Constitution marocaine, ou que ce soit la Déclaration universelle des droits de l'homme, ce sont des objectifs à atteindre. On a certaines choses, on les a gagnés. On les a gagnés parfois à des luttes, mais il reste encore beaucoup à acquérir. Et ça, c'est la sagesse de chaque peuple, c'est chaque société, chaque culture. Et Idriss a eu raison de le dire. Il faut rester persévérant, opiniâtre, souvent dans l'ombre, mais on agit et on obtient des résultats. Donc, il me semble qu'il faut rester optimiste. On a gagné certaines batailles, d'autres sont à gagner, et il faut continuer. Merci beaucoup de votre attention. Très simplement, si vous le permettez, rappeler quelque chose sur cette... Mon ami Marwan est en train de violer le droit de mon ordinateur à la sûreté. Je voudrais simplement, puisque nous sommes à côté du stand du Conseil de la communauté marocaine à l'étranger, et simplement amener un élément d'information aux personnes qui ont soulevé la question d'Audrey Azoulay. En 2007, il y avait le deuxième tour des élections françaises à la présidence, qui est, disons, le moment politique français le plus élevé. Et au deuxième tour, il y avait Ségolène Royal et Sarkozy. Et la porte-parole de Sarkozy était Rachida Dati. Et la porte-parole de Ségolène Royal était Najat Vallaud-Belkacem, qui sont toutes les deux d'ascendance marocaine. Nous avons fait, au CCME, au Conseil de la communauté marocaine à l'étranger, des dizaines d'études qui ont démontré une chose toute simple. C'est que le niveau de compétence de la diaspora marocaine est en train d'augmenter de manière irrévocable. On est aujourd'hui, d'après une étude de l'OCDE de 2004, à 16% des Marocains du monde qui sont Bac plus 6. Et donc, dans le parcours d'Audrey Azoulay, c'est une de ces parcours d'excellence. Comme des gens d'origine, de confession juive ou un croyant, ou d'origine musulmane, de la campagne, de Tanger ou de l'Aïoun. Il y a une montée, et ces Marocains d'origine se naturalisent aussi. La communauté étrangère qui se naturalise le plus, ou qui, à la deuxième génération, prend la nationalité du pays de résidence, c'est la communauté marocaine. C'est celle qui se naturalise le plus. Donc, n'essayons pas. Je crois qu'il faut maintenant, chaque fois, solliciter un peu de savoir lorsqu'on parle d'un certain nombre de problématiques.
Sur la question des droits de l'homme, est-ce que les droits de l'homme sont bourgeois, pas bourgeois? Si vous aviez assisté, mon cher monsieur, parce que aujourd'hui, les hommages que nous avons faits, mais avant, il y a aussi une autre rubrique qui s'appelle Ma déclaration. Quelle est l'idée, à mon avis, qu'il y a des personnalités très diverses qui ont témoigné ici, qui s'occupent de l'handicap, qui s'occupent de Mahjoub Liba, enfin toute une série de personnalités. Quelle est la leçon principale? C'est que les droits de l'homme, c'est l'action. C'est un élargissement continu du périmètre des droits, y compris celui de contester ce que vous appelez le capitalisme. Et la Déclaration française des droits de l'homme, comme la Déclaration universelle, il faut la lire, disent qu'on a le droit de se rebeller contre le despotisme. C'est un cri. C'est écrit. Alors comment le faire au Maroc, comment le faire dans un autre pays, ça dépend de votre liberté. Mais les droits d'agir, c'est les droits de l'homme. C'est les droits de l'homme. C'est tout ce que je voulais dire. Merci infiniment. Merci. C'est une dernière interaction de la salle. Bonsoir. Donc, je voudrais juste réitérer le rôle que M. Albert Sassan a joué au niveau international. Et j'ai eu la chance, il y a 7 ou 8 ans, de l'accompagner à plusieurs reprises au Conseil des droits de l'homme à Genève. Et je peux vous assurer qu'il jouait un rôle extraordinaire au niveau des coulisses. Grâce à son humour habitué, il arrivait à se mettre toutes les institutions dans sa poche. Donc, rien que pour cela, je lui dis merci. Merci Amina. Notre séance touche à sa fin. Et je donnerai à Monsieur le Président la parole pour clôturer la séance. Merci. Albert, c'est très modeste, mais on a fait une attestation de reconnaissance et d'hommage que j'ai le plaisir et l'honneur de te délivrer. C'est tout simple, mais j'ai un cadeau spécial. C'est celui de cette anthologie. C'est quelqu'un du monde, Albert, mais c'est aussi quelqu'un des racines. Et il y a Brahim Meznid, qui est notamment le concepteur et l'animateur du grand festival de musique d'Agadir, qui a fait une très belle anthologie qui n'est pas encore sur le marché. C'est une anthologie de la Haïta. Donc il y a 10 CD, il a enregistré tous les genres de Haïta qu'il y a au Maroc. C'est magnifique. Il y a un beau livre en arabe et en français à l'intérieur. Et donc, c'est avec amitié que je te donne aussi ce petit présent. Merci beaucoup. Merci à vous tous.